Donc, je suis Paul Moustier, je suis la directrice de l'UMR Moïsa, marché, organisation, institution, stratégie d'acteurs, qui regroupe des chercheurs du CIRAD, mais aussi de l'INRA, de l'IAM et de Supagro. Donc, je vais présenter quelques éléments qui montrent une relative permanence, mais aussi des changements dans les systèmes alimentaires au Sud, en insistant en conclusion sur les convergences et les spécificités par rapport au modèle qu'a présenté Yuna précédemment. Donc ces systèmes alimentaires du Sud, ils sont souvent interrogés sur leur capacité à répondre aux évolutions des populations urbaines et rurales dans les pays du Sud, surtout dans un contexte de forte urbanisation. On considère maintenant qu'on a la moitié des habitants en milieu urbain. Et à côté de ça, malgré un fort appui public, à la fois national et international, on observe une grande difficulté à pérenniser des systèmes agro-industriels, donc définis par des économies d'échelle et de forts investissements en technologie, surtout en Afrique subsaharienne. Et ça concerne à la fois la production, la transformation et la distribution. Donc, ce que je vais faire assez rapidement, c'est de caractériser ces systèmes alimentaires des pays du Sud, brosser une évaluation de leur capacité à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et ça s'appuie essentiellement sur des travaux en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam. Mais je parlerai d'une littérature plus large sur le sujet, notamment dans les références. Donc, dans la typologie qu'a présentée Yuna, c'était une typologie qui a émergé aussi du travail d'Ualine, et donc j'avais contribué sur cette caractérisation des systèmes vivriers artisanaux marchands. Donc c'est des systèmes de petite échelle, parfois qualifiés d'informels, mais bon, il y a de l'enregistré ou du non enregistré, et c'est fortement tourné vers le marché. Donc ces systèmes combinent des logiques domestiques, donc les producteurs ou les commerçants gardent une partie de ce qu'ils produisent pour leur propre consommation, mais aussi ils en vendent une partie, et il y a beaucoup de relations de réciprocité, de régularité entre les acheteurs et les vendeurs, mais sans contrat formalisé. Et on a une multitude d'agents qui interviennent, donc c'est relativement concurrentiel comme marché, mais dès qu'il y a des produits qui se stockent, comme notamment les céréales, on peut avoir des grossistes qui contrôlent les moyens de stockage et qui pèsent sur la négociation des prix. Alors, j'ai dit que c'était des systèmes qui finalement étaient de plus en plus tournés vers le marché. Donc, il y a une étude qui est sortie récemment de mon collègue Nicolas Bricas avec des collègues africains, et qui a été financé par l'AFD, et qui montre qu'en Afrique subsaharienne, le marché urbain, il est à peu près équivalent au marché rural, et il est supérieur au marché à l'exportation. Or, souvent, il a été un peu négligé dans les recherches et les politiques. Et quand j'ai travaillé au Vietnam, on avait à peu près le même résultat, c'est-à-dire que le marché intérieur, à la fois le marché urbain et le marché rural, était supérieure au marché à l'exportation. Et la part des achats pour les aliments, elle est la moitié dans les campagnes. Donc les campagnes sont de plus en plus tournées vers le marché, et bien sûr beaucoup plus importantes en milieu urbain. Alors il y a une équipe de Michigan State University avec Tom Reardon et David Shirley qui a travaillé en Afrique de l'Est et aussi en Asie, et ils ont des résultats assez similaires, avec une part de la production tournée vers le marché qui dépasse même ces chiffres pour certains pays de l'Asie. Alors, l'organisation des circuits, des chaînes alimentaires, en Afrique comme en Asie, donc ce fameux système que je qualifie d'artisanal marchand, il est traditionnellement organisé autour d'une chaîne d'acteurs, donc des producteurs qui sont généralement individuels, qui ne sont pas regroupés en coopératives, qui vendent à des collecteurs basés en milieu rural, qui eux-mêmes revendent à des grossistes qui peuvent avoir des capacités de stockage en milieu rural et en milieu urbain. Et puis, il y a des détaillants
en général sur des marchés de détail, qui achètent à ces grossistes et qui revendent aux consommateurs. Il y a une étape de transformation qui peut intervenir à tous les niveaux, mais qui est surtout, en général, la fonction des grossistes. Et on a une forte différenciation des chaînes selon la périssabilité des produits. Donc quand on a des produits périssables, comme des légumes ou des fruits ou de la viande que les consommateurs aiment bien consommer très fraîche, par exemple le poulet est toujours acheté vivant, que ce soit en Afrique ou en Asie, dans pas mal de pays d'Asie, parce que les consommateurs veulent garantir la fraîcheur. Et à ce moment-là, on a des chaînes plus courtes, avec des ventes directes entre des producteurs, des détaillants, voire même entre des producteurs et des consommateurs. Mais là, donc, on a un circuit court qui est surtout lié au problème de transport qui est assez dominant pour ce type de produit. Ce que a montré aussi Tom Reardon, c'est ce qu'il appelle « the quiet revolution », la révolution silencieuse. C'est que même pour les produits non périssables, on a, au cours des 10 dernières années, en Afrique et en Asie, un certain raccourcissement des chaînes avec un rôle moins important des collecteurs ruraux, parce qu'il y a un accès au transport, au crédit et au téléphone qui est facilité pour les producteurs, qui peuvent se mettre plus facilement en relation avec des grossistes basés en ville. Bon, d'une manière générale, ces chaînes sont caractérisées par la dominance de relations de proximité et de réciprocité. Donc on a des engagements, mais ils restent oraux, et on a peu d'engagements sur les prix, les volumes et la qualité des produits. Ces systèmes artisanaux marchands, ils montrent leur capacité à approvisionner les villes du Sud, avec des crises alimentaires qui restent relativement limitées, et les crises alimentaires sont surtout liées à des problèmes politiques. Bon, on a eu bien sûr les crises de 2008 qui ont été dues en partie à un renchérissement du prix du riz sur le marché international, mais ça a été aussi dû à un renchérissement du prix de l'essence. Et quand on regarde les importations alimentaires, on doit les relativiser. Elles représenteraient un quart des disponibilités alimentaires en Afrique, et elles se concentrent surtout sur les céréales. Or, les 2/3 de la diète alimentaire, que ce soit en Afrique ou en Asie, donc les 2/3 de cette diète, ce sont des produits qui ne sont pas des céréales. Hein. Donc ça peut être des racines comme le manioc ou des bananes plantains, ou bien des fruits, des légumes, de la viande, etc. Et ces produits sont en grande partie produits localement, si on accepte l'huile, le sucre qui sont, et le lait, qui sont en majorité importés. Alors ces systèmes dits artisanaux sont assez générateurs d'emplois en milieu rural et en milieu urbain. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'actuellement, en Afrique comme en Asie, il y a peu de problèmes de malnutrition liés à un déficit de calories. Les problèmes sont plutôt liés à des déficits en micronutriments. On a aussi des problèmes croissants de surpoids, donc là qui seraient plutôt dus à un manque de diversité de l'alimentation plutôt qu'à un manque de quantité disponible. En ce qui concerne les systèmes agro-industriels, ils sont assez fragiles. Il y a eu beaucoup de tentatives en Afrique de mise en place de périmètres rizicoles irrigués et de transformation industrielle, que ce soit pour le riz, les légumes. Et ces systèmes ont rarement été pérennes parce qu'ils se heurtent à des problèmes de rentabilité et de manque de flexibilité face aux multiples sources d'instabilité en Afrique, des instabilités politiques, des problèmes de transport, etc. Et la grande distribution, elle est encore minoritaire sur les aliments. On considère qu'elle représente moins de 10% des achats en Afrique comme au Vietnam. Bon, et même en Chine, finalement, c'est à peu près de cet ordre-là. Même si, bien sûr, il y a les tendances montrent son augmentation, notamment parce qu'il y a des nouvelles attentes des consommateurs. Donc, il y a une émergence d'une classe moyenne. Alors, la classe moyenne en Afrique, sa définition varie selon les instituts. Ce n'est pas la même définition pour la BAD que pour l'Ipsos, mais l'Ipsos considère qu'une classe moyenne émerge quand quelqu'un gagne plus de $10 par jour.
donc ce qui est quand même un peu plus élevé que la définition de la BAD qui met la classe moyenne à 2 $ par jour en Afrique. Et à ce moment-là, ça représenterait 13% de la population africaine. Et cette classe moyenne, c'est très important, notamment pour la grande distribution, parce que la stratégie de la grande distribution, qui a été bien documentée par Tom Reardon, c'est de commencer par s'implanter dans les quartiers des villes où cette classe moyenne existe, avec une stratégie de qualité supérieure et de prix plus élevés. Et petit à petit, avec les économies d'échelle, les prix peuvent baisser et ils peuvent se développer dans des quartiers plus pauvres. Donc cette classe moyenne, elle est caractérisée par une transition alimentaire, donc une forte baisse de la consommation de céréales et une consommation beaucoup plus importante de viande, de fruits, de légumes, de produits transformés, comme ce que l'on observe dans les pays du Nord. Et elle demande aussi des garanties sur la qualité sanitaire et l'origine des aliments, parce qu'en Afrique comme en Asie, on a une multiplication des sources de contamination, donc de plus en plus de vendeurs d'intrants, par exemple de Chine, qui vendent des produits d'origine douteuse au Vietnam. Et les consommateurs, c'est assez proche de ce qu'a présenté Catherine Esnouf, ils ont des craintes, surtout sur les produits chimiques, dans les fruits et les légumes, et les résidus d'antibiotiques dans les viandes. Alors, ce qui a été observé aussi, c'est une hybridation des cuisines, donc on n'a pas une convergence vers un modèle occidental. Les ménages, que ce soit en Afrique ou en Asie, ils combinent toujours des produits locaux et des produits importés. Par exemple, la tiégué de manioc est toujours très importante en Côte d'Ivoire, même si elle peut s'accommoder avec une sauce tomate où on va trouver du concentré importé. Donc, ces nouvelles attentes vont générer des nouvelles opportunités pour la grande distribution. Cette grande distribution, elle se développe en Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, le premier carrefour s'est implanté récemment. En Chine, on a à la fois des enseignes locales et internationales. Et ce qui caractérise cette grande distribution, c'est qu'ils se tournent vers des grossistes dédiés et des organisations de producteurs, puisqu'ils cherchent à valoriser l'approvisionnement local. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, c'est que quand même, la grande distribution a intérêt à s'approvisionner localement pour tout un tas de raisons et pas seulement d'image. Mais ils rencontrent beaucoup de difficultés dans la traçabilité et le contrôle de qualité. Et en plus, ils se font eux-mêmes concurrencer par le développement du commerce en ligne. C'est le cas notamment de Prosuma en Côte d'Ivoire. Ces nouvelles attentes, ça crée aussi des nouvelles opportunités pour les circuits courts. Donc ces circuits courts, ça peut être à l'initiative d'organisations de producteurs qui vont vendre en magasin ou sur des marchés de producteurs ou par abonnement. On a aussi le cas de producteurs entrepreneurs qui investissent dans des magasins et qui intègrent la production, la transformation sur les produits laitiers ou la charcuterie. On a aussi de plus en plus de détaillants spécialisés et puis des restaurateurs qui veulent s'adresser directement à des producteurs. Et enfin, on peut avoir des programmes publics qui encouragent les circuits courts pour mettre en relation des producteurs défavorisés avec des consommateurs défavorisés. C'est le cas du Food Purchase Programme au Brésil. Ce qui est assez frappant, mais ça rejoint une observation dans les pays du Nord, c'est que ces circuits courts sont couplés avec de la valorisation de qualité. Donc on trouve beaucoup plus de circuits courts quand les produits ont un label de qualité, que ce soit en légumes sains par exemple ou biologiques. Mais une spécificité des pays du Sud, c'est que ces initiatives de circuits courts restent très fragiles. D'abord, les producteurs ont beaucoup de difficultés financières à accéder à des magasins. Il y a un faible appui de l'État pour ces circuits, une très faible diversité des produits. Bon, je sais que c'est aussi un problème sur les AMAP que les consommateurs reçoivent une gamme assez faible de produits et c'est pour ça souvent qu'ils les délaissent. Mais dans les pays du Sud, c'est encore pire parce qu'avec il y a une forte saisonnalité de la production et c'est très difficile pour une AMAP d'assurer une large gamme de production sans sortir du circuit de proximité. Et puis, beaucoup de manque de garantie sur la qualité sanitaire. Donc, en conclusion, on a des convergences entre le Nord et le Sud avec l'émergence d'une classe moyenne
et puis une transition alimentaire qui est observée. Mais on a des spécificités importantes. C'est qu'on a finalement une grande résilience des systèmes alimentaires artisanaux qui, selon mes estimations, représenteraient au moins 80% de l'approvisionnement alimentaire. Donc finalement, on n'est pas dans une situation de résistance par rapport au modèle agro-industriel, puisque ce modèle agro-industriel n'est pas encore très développé. On pourrait presque dire que le modèle agro-industriel cherche à résister par rapport à la force de ce modèle alimentaire artisanal qui a surtout comme atout de pouvoir fournir à moindre coût, puisque le coût de la main-d'œuvre est faible, et aussi d'être très flexible en cas de changement du contexte, notamment politique ou logistique. On a aussi une hybridation, à la fois dans les modes de consommation, j'en ai parlé, et dans les modes de distribution. Donc typiquement, un producteur vend à la fois à la grande distribution et à un marché traditionnel. On a une forte préoccupation des consommateurs pour la santé, très peu pour l'environnement. Donc si on veut promouvoir une démarche de réduction des produits chimiques, par exemple, c'est surtout sous l'angle santé que ça doit être présenté plutôt que sous l'angle environnement pour intéresser les consommateurs. Et on a un fort appui public au système agro-industriel, alors que finalement ceux-ci sont relativement minoritaires et qu'on peut s'interroger actuellement sur leur capacité à approvisionner à bas coût les consommateurs. En termes de recommandations, j'en ai juste ici retenu 3. D'abord, l'innovation dans le système artisanal, qui est un système qui a été donc relativement négligé par les pouvoirs publics. Ça peut être du décortiquage semi-industriel, ça peut être protéger les marchés existants par des aménagements assez peu coûteux, le décortiquage semi-industriel. On a des initiatives qui valorisent la qualité, comme les marchés de producteurs ou les systèmes de garantie participative, qui sont intéressants parce que là encore, ils sont peu coûteux. Et puis des formes innovantes d'organisation de producteurs qui intègrent la transformation et la distribution. Et un cas intéressant, c'est les ESOP, qui sont en fait des organisations qui relient des producteurs et des coopératives de services qui s'occupent du marketing du produit et de la transformation, par exemple sur le cas du riz au Bénin. Voilà, je vous remercie et je garde à votre disposition donc l'étude sur l'Afrique de mon collègue Nicolas Bricas et un article aussi qui reprend certaines choses que j'ai présentées aujourd'hui. Merci.